Et si je vous disais que la France possède secrètement 14 pays africains? Non, pas officiellement. Il n'y a pas de drapeau français flottant sur ces nations. Pas d'administration coloniale visible. Et pourtant, l'ombre de Paris plane toujours sur une grande partie du continent africain. Comment est-ce possible? Pourquoi ces pays, censés être indépendants depuis les années 60, restent-ils sous influence? Tout commence avec la colonisation. À la fin du 19e siècle, la France s'empare d'une grande partie du continent africain. Des décennies d'exploitation, de répression et d'administration directe. Mais en 1960, c'est le grand tournant, l'ère des indépendances. Du moins, en apparence. Car derrière les discours sur l'autodétermination, la France a mis en place un système redoutable pour garder la mainmise sur ses anciennes colonies. Oui, la France-Afrique. T'en as entendu parler? Un réseau tentaculaire où se mêlent politique, économie, diplomatie et même espionnage. Un mécanisme savamment guilé pour empêcher toute rupture véritable. Le franc CFA, une arme invisible. L'un des outils les plus puissants de ce contrôle est la monnaie, le franc CFA. 14 pays africains utilisent encore le franc CFA, qui est directement contrôlé par la Banque de France. Cela signifie que leur politique monétaire est décidée depuis Paris et que leurs réserves de devises sont stockées en France. Cette situation crée une forte dépendance, limitant leur développement économique et perpétuant une relation de subordination. Ces pays incluent le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la République centrafricaine. Officiellement, cette monnaie assure la stabilité. Officieusement, elle empêche toute souveraineté réelle. Les chefs d'État africains qui ont tenté de s'en défaire ont souvent été renversés ou assassinés. Prenons l'exemple de Thomas Sankara, leader visionnaire du Burkina Faso, qui avait dénoncé le franc CFA comme un instrument de servitude. Peu après, il fut assassiné dans des circonstances troubles en 1987. Autre cas emblématique, Sylvanus Olympio, premier président du Togo, qui tentait de créer une monnaie nationale indépendante. Il fut assassiné en 1963, juste après avoir pris cette initiative. Mais l'exemple le plus frappant reste celui de la Guinée de Sékou Touré. En 1958, après le référendum proposé par Charles de Gaulle, la Guinée fut le seul pays à refuser de rester sous le contrôle français. En réponse, la France organisa un véritable sabotage économique. Tous les fonctionnaires français quittèrent le pays en emportant avec eux documents administratifs, archives et même jusqu'aux ampoules électriques. Pire encore, Paris organisa une vaste opération de déstabilisation, injection de fausses monnaies pour provoquer l'inflation, mise en place d'un embargo commercial et soutien aux opposants politiques pour affaiblir le régime de Sékou Touré. Bref, oui, ça a vraiment dégénéré. Les conséquences économiques furent désastreuses. La Guinée, isolée sur la scène internationale et privée de ressources essentielles, dut se tourner vers l'URSS et la Chine pour survivre. Son développement économique en fut fortement ralenti, servant d'avertissement aux autres pays africains tentés par une émancipation monétaire. Mais quelles sont les implications économiques de cette dépendance monétaire? Premièrement, la Banque de France impose aux pays utilisant le franc CFA de déposer 50% de leurs réserves de change dans un compte d'opération, sous contrôle français. Cela signifie que ces nations n'ont pas accès à l'entièreté de leurs propres ressources financières pour financer leur développement. Deuxièmement, la parité fixe du franc CFA avec l'euro, décidée par la France, empêche ces économies d'ajuster leur monnaie en fonction de leurs besoins. En cas de crise économique, elles ne peuvent pas dévaluer leur monnaie pour stimuler les exportations, comme le font d'autres pays indépendants. Enfin, les entreprises françaises bénéficient d'un avantage injuste, elles investissent et commercent en Afrique sans subir les fluctuations monétaires, tandis que les entrepreneurs locaux doivent se plier à des conditions monétaires rigides qui freinent leur compétitivité. Derrière cette monnaie, se cache donc un véritable instrument de domination qui maintient ces pays sous le joug économique de la France, limitant leur souveraineté et leur croissance. Les accords militaires, une présence perpétuelle. Mais la domination française ne s'arrête pas à l'économie. Elle est aussi militaire. Saviez-vous que la France a des bases militaires permanentes dans plusieurs pays africains, comme la Côte d'Ivoire, le Gabon ou Djibouti? Officiellement, c'est pour assurer la sécurité et lutter contre le terrorisme. Mais en réalité, ces bases servent à protéger les régimes alliés à Paris et à intervenir dès que les intérêts français sont menacés. Depuis les années 60, la France a mené plus de 50 interventions militaires en Afrique.
Chaque fois, il s'agissait de maintenir un ordre favorable aux intérêts français. Prenons l'exemple du Gabon en 1964, où un coup d'État renverse le président Léon Mba, pourtant proche de la France. En moins de 24 heures, Paris envoie ses troupes pour rétablir Mba au pouvoir. Une intervention ultra rapide qui montre bien la volonté de la France de garder la main sur ses anciens territoires. Autre cas emblématique, le Tchad, où la France est intervenue à plusieurs reprises, notamment dans les années 70 et 80, pour soutenir Hissène Habré, un dictateur accusé de crimes contre l'humanité, mais qui servait les intérêts français en contrant l'influence libyenne. Plus récemment, l'opération Serval en 2013 au Mali a été présentée comme une lutte contre le terrorisme. Mais derrière ce discours sécuritaire, la présence militaire française a aussi permis de protéger ses intérêts économiques et stratégiques, notamment dans la région sahélienne riche en ressources. À chaque intervention, la France justifie son action par des motifs humanitaires ou sécuritaires, mais dans les faits, elle s'assure surtout que ses alliés restent en place et que son influence demeure intacte. Les réseaux politiques, les présidents sous influence. Et si je vous disais que de nombreux chefs d'État africains doivent leur poste à la France? Depuis les indépendances, Paris a activement soutenu et placé des dirigeants favorables à ses intérêts, assurant ainsi un contrôle politique subtil mais efficace. Des figures comme Omar Bongo au Gabon, Idriss Déby au Tchad ou encore Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ont bénéficié du soutien direct de la France pour se maintenir au pouvoir. En revanche, dès qu'un dirigeant tente de s'émanciper, les choses tournent très mal. Souvenez-vous de Thomas Sankara au Burkina Faso ou de Modibo Keïta au Mali. Leur destin tragique n'est pas une coïncidence. La France-Afrique, c'est aussi un réseau occulte d'hommes d'affaires, de politiques, de lobbyistes, qui assure que l'Afrique francophone reste sous contrôle. Ce réseau s'appuie sur des élites locales corrompues, prêtes à trahir leur propre peuple pour conserver le pouvoir. Les richesses africaines. Qui profite vraiment? Et si on parlait business? L'Afrique est une terre riche en ressources naturelles. Uranium, pétrole, gaz, or, cacao. Mais qui en profite vraiment? Principalement de grandes entreprises françaises comme Total, Orano, Bolloré ou encore Orange. Au Niger, par exemple, la France exploite l'uranium qui alimente près de 30% des besoins en combustible nucléaire de son parc énergétique. La société française, Orano, contrôle les principales mines d'uranium du pays, notamment celles d'Arly et d'Akuta. Pourtant, le Niger reste l'un des pays les plus pauvres du monde, avec plus de 40% de sa population vivant sous le seuil de pauvreté. Malgré les milliards générés par l'exploitation de cette ressource stratégique, moins de 10% des revenus de l'uranium nigérien reviennent réellement à l'État, tandis que la majorité des bénéfices profitent aux entreprises françaises et aux investisseurs étrangers. Une situation qui perpétue la dépendance économique du pays et limite son développement. Les contrats sont déséquilibrés, les bénéfices colossaux et la dépendance totale. Cette emprise économique transforme ces pays en simples fournisseurs dociles, incapables de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Des forêts du Gabon, en passant par les mines du Mali, aux champs pétroliers du Congo, la France tire profit de l'Afrique bien plus qu'elle ne le laisse entendre. Une prise de conscience lente mais inéluctable. Mais ce système est en train de vaciller. De plus en plus d'Africains prennent conscience de cette domination déguisée. Des manifestations éclatent. Des intellectuels dénoncent. Des alternatives se dessinent. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déjà amorcé une rupture avec la France en 2023 et 2024, en expulsant les troupes françaises et en dénonçant les accords militaires qui les liaient à Paris. Ces pays, autrefois considérés comme des piliers de l'influence française en Afrique de l'Ouest, ont décidé de s'affranchir en explorant de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie et la Chine. Par exemple, le Mali a renforcé ses relations avec le groupe paramilitaire Wagner, tandis que le Niger a signé des accords énergétiques stratégiques avec la Chine. Ces décisions ont provoqué des représailles économiques et diplomatiques de la part de la France, qui a suspendu plusieurs aides et rompu certains contrats. Cette réorientation géopolitique soulève une question cruciale. Combien de temps la France-Afrique pourra-t-elle encore tenir face à cette vague d'émancipation grandissante? La France ne possède peut-être pas ces pays de manière officielle. Mais elle les tient, par la monnaie, par l'armée, par la politique et par l'économie. Le vent est en train de tourner. L'Afrique francophone s'émancipe lentement, mais sûrement. Et vous, que pensez-vous de cette influence secrète de la France? Est-il temps pour ces nations de couper définitivement le cordon? Dites-moi en commentaire. Et surtout,
Abonnez-vous pour d'autres vérités dérangeantes. Soyons enracinés.